Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Loumire, je suis militante chez Alternativa et bénévole à la base. Et je vous accueille ce soir pour une conférence en live, Covid oblige, qui traitera des nouveaux visages du militantisme américain et français. Alors cette conférence, si ça s'était bien passé, aurait dû se tenir à la base. La base, c'est quoi? C'est un lieu de 700 mètres carrés qui a vu le jour en mars 2019 au plein centre de Paris, au 31 rue Bichat, et qui a pour objectif d'accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Concrètement, c'est quoi? Là-bas, c'est un bar associatif avec un espace convivial et public qui est ouvert 7 jours sur 7. Encore une fois, Covid, donc un peu moins, je vous en dirai un peu plus à la fin, mais les horaires sont un peu aménagés. Quand la base a été créée, on a vraiment vécu ça comme une porte d'entrée vers l'engagement citoyen. C'est pour ça qu'il y a des événements gratuits toutes les semaines dans la salle du rez-de-chaussée, là où il y a le bar, afin de sensibiliser, d'informer et de former le grand public. À l'issue de ces événements, on peut bien sûr rejoindre toutes les organisations qui ont participé à la création de la base et qui y sont installées. Et on peut aussi s'inscrire pour participer à des mobilisations concrètes. Soit signer des pétitions, mais aussi participer à des marches, participer à des actions non violentes. Si jamais tout ça, ça vous intéresse, vous pouvez trouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux, donc la base sur Insta, Twitter, Facebook, et sur le site internet de la base, www.labaseparis.fr. Au-delà de cette porte d'entrée vers l'engagement, la base, elle s'est fixée deux autres objectifs. D'abord, c'est d'apporter un soutien logistique aux associations et aux mouvements militants pour le climat et la justice sociale et de créer du lien entre ces différents acteurs. Donc, c'est pour ça que dans les 3 étages du bâtiment, on a aussi des espaces de coworking, des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage pour tout le matos dont on a besoin pour nos différents événements. Depuis l'ouverture de la base, il y a 1 an et demi maintenant, c'est vraiment devenu un lieu qui regroupe une communauté. Et cette communauté, elle est constituée de dizaines d'organisations, de centaines de bénévoles et de milliers d'adhérents. Aujourd'hui, parce que d'un côté, l'urgence climatique et sociale est plus que jamais palpable et plus que jamais urgente, nous, on a besoin de continuer notre mobilisation citoyenne. Et donc, c'est pourquoi, après 2 semaines de fermeture, on a décidé de réouvrir la base, et en tout cas son rez-de-chaussée, de 14h à 19h30. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'un espace de travail, qui ont besoin de se retrouver et d'échanger sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc on rouvre en respectant bien sûr les normes Covid. Mais ce que ça a fait, cette situation, c'est que bien sûr, ces contraintes, elles font que ça nous prive d'une grande partie de nos revenus et ça nous met en difficulté financière pour la 2e fois cette année, après la première vague du Covid. Donc, si jamais vous pouvez, on vous invite à nous aider pour surmonter cette période exceptionnelle en faisant un don sur www.lapaz.paris/don. Merci beaucoup. Alors, maintenant que je vous ai présenté la base, je vais vous présenter notre événement de ce soir. Alors, il a pour origine un livre, c'est celui-là, qui nous présente les différentes méthodes, les différentes approches et les différentes contributions de ce qu'on appelle le community organizing aux États-Unis. Si c'est la première fois que vous entendez ce mot, ça tombe bien parce que vous allez devenir des experts à la fin de cette conférence. Notre objectif, nous, ça a été pas seulement de présenter ce qui se passait aux US, mais de voir surtout comment, en France, les mouvements citoyens pour le climat et pour la justice sociale pouvaient s'en inspirer. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Mathieu Magnodex, qui est avec nous ce soir et qui sera l'animateur de cette conférence. Mathieu, il est journaliste à Mediapart depuis 2008 et il finit son mandat de correspondant aux États-Unis. C'est pendant cette période qu'il a écrit ce super bouquin que on vous conseille bien évidemment d'acheter très vite et de lire pendant vos longues soirées couvre-feu. Et maintenant,
donc il a fini ce mandat pour les États-Unis et il anime maintenant la nouvelle émission vidéo Mediapart qui s'appelle À l'air libre. C'est lui qui animera et qui modérera la discussion de ce soir, à laquelle vont participer 3 intervenantes. Je vous les présente rapidement dans l'ordre. Alors d'abord, on a Radia Bakouche. Radia, elle est présidente de Coexister, qui est un mouvement interconvictionnel de jeunesse et d'éducation populaire, qui a objectif de permettre à des jeunes de 15 à 35 ans, qui soient croyants de toutes les religions, qui soient athées, qui soient agnostiques, de créer du lien social et de promouvoir le mieux vivre ensemble. On a aussi Inès Sediki, qui est présidente de GetUp. GetUp, c'est une association et un réseau de jeunes qui sont acteurs du changement en banlieue. L'objectif de GetUp, c'est de revaloriser l'image de la banlieue auprès du grand public, mais aussi et surtout auprès des habitants de la banlieue. Et tout ça passe par différents programmes de formation, de leadership. Et elle vous en dira un peu plus, bien sûr, plus tard dans cette conférence. Et enfin, Tessir, qui est militante et porte-parole d'Alternativa. Alternativa a participé à cofonder la base et c'est un mouvement citoyen pour le climat et pour la justice sociale. Le mouvement Alternativa, il est né de 2 constats. Un, il est urgent d'agir pour la justice climatique et 2, plein de solutions et plein d'alternatives existent déjà. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est se battre pour les mettre en avant et les déployer rapidement avec l'aide de tout le monde pour changer le système et pas le climat. Je vous laisse maintenant entre leurs mains et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Nous y sommes. Est-ce que tout le monde est là? Oui, c'est bon. Voilà. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors, je vais débuter par une petite présentation rapide et une présentation rapide de ce livre que Loumir vous a déjà montré. C'est le livre que j'ai écrit, Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains. Vous la connaissez, Alexandria Ocasio-Cortez, nouvelle figure de la gauche américaine, élue new-yorkaise, élue par surprise, un petit peu, diront certains, au Congrès américain à la suite d'une primaire au sein du Parti démocrate contre un représentant très centriste du Parti démocrate en 2018. Et puis, elle est devenue, dès sa victoire et dès son élection, finalement, le symbole de cette nouvelle gauche américaine, une gauche très ancrée sur les mouvements sociaux, sur la justice sociale, sur la crise climatique, avec sa proposition d'un Green New Deal. Je vous invite à lire d'ailleurs ce qu'elle écrit sur le Green New Deal, donc cette relance écologique massive de l'économie qui est pour répondre justement à l'enjeu climatique, donc à la fois avec un enjeu de relance véritablement de l'économie, de redistribution, d'intervention de l'État dans l'économie. Vous savez que c'est très problématique évidemment aux États-Unis où beaucoup de gens résistent à la capacité de l'État d'intervenir dans les politiques publiques. Et puis, avec un angle évidemment extrêmement inclusif, puisque à la fois radical et aussi inclusif, puisque l'idée est que le défi climatique ne peut pas être résolu si les plus opprimés, ceux qui sont le plus en difficulté dans la société américaine, ceux qui subissent la montée des eaux, ceux qui sont les plus victimes de plein d'effets induits par la crise climatique, ne peuvent pas en bénéficier. Donc c'est elle, ce personnage, donc je vous invite un peu, si vous ne la connaissez pas, à regarder un petit peu qui elle est. Elle fait des stories Instagram assez intéressantes qui ont toujours cette capacité à lier des choses extrêmement concrètes de la vie quotidienne à la politique, et d'expliquer à des gens qui découvrent la politique, parfois des gens très jeunes qui la suivent, pourquoi ce qui vient de se passer, pourquoi tel ou tel événement est politique. Et donc, elle a cette capacité de passeuse comme ça qui est extrêmement attractive pour plein de gens particulièrement jeunes aux États-Unis qui découvrent depuis quelques années la politique et la capacité de changer les choses, de ne pas rester sur un agenda classique, ce qui a été le cas aux États-Unis depuis des décennies, que ce soit les républicains ou les démocrates au pouvoir. Et alors, le sous-titre, c'est les nouveaux activistes américains, parce que, en fait, Alexandria Ocasio-Cortez est la face
émergé, public, connu, médiatique, un peu star presque, d'un monde, d'un écosystème de nouveaux activistes américains que je décris dans ce livre. En fait, ce livre, il est beaucoup plus sur les nouveaux activistes américains que sur Alexandria Ocasio-Cortez, il y a juste une trentaine de pages sur elle, et beaucoup, beaucoup de portraits, en fait, et aussi de récits sur les techniques de mobilisation de ces activistes. Alors, en deux mots, Loumir a parlé un peu du community organizing. Alors, je vais vous dire quelques mots sur justement cette culture. En fait, aux États-Unis, pour bien comprendre, on va essayer de se décentrer peut-être par rapport au contexte français, où nous avons souvent des partis, des syndicats et un pouvoir extrêmement fort, la Ve République, le président. On est dans un environnement un peu différent aux États-Unis, une république centralisée, hein, en France, évidemment. C'est un peu différent aux États-Unis. C'est un grand pays fédéral avec certains présidents, un gouvernement, mais aussi une politique qui se déploie beaucoup dans les États. Et les États, ils sont parfois très importants, hein. Des États comme le Texas, c'est beaucoup plus grand que la France, et parfois des États comme la Californie, où il y a 40 millions d'habitants. Donc, on est sur des petits États, des petites nations, en fait, à l'intérieur de la nation américaine. Et donc, c'est assez différent. Et par ailleurs, historiquement, aux États-Unis, la société civile est extrêmement active. Et la société civile a pris l'habitude, depuis le début de la République américaine, d'interpeller les pouvoirs publics, hein, et donc de s'organiser. D'où ce nom d'organizing. C'est-à-dire que c'est cette idée que il n'y a pas juste en bas, pour aller caricaturer, les gens en bas et puis le pouvoir en haut, mais qu'il existe un dynamisme de la société civile qui, si elle décide d'appuyer un certain nombre de demandes, de faire pression sur les politiques. Et d'ailleurs, ça concerne à la fois historiquement des gens plutôt progressistes, plutôt radicaux sur la gauche, ou des gens de la droite, hein. On l'a vu récemment avec tout le mouvement qui a permis à Donald Trump d'arriver à la présidence. Et bien que on peut faire pression sur le pouvoir. Et ça vient de cette tradition que tu as rappelé, Noumir, qu'on appelle le community organizing. Donc, c'est tout simplement organiser son quartier, hein. Il y a ce petit cliché qu'on a en France parfois sur l'idée que la communauté, c'est le communautarisme, hein. Vous savez bien cette lecture qu'on a parfois en France. En fait, aux États-Unis, souvent, la question de la communauté, c'est surtout le quartier, le voisinage, ou voilà, les gens avec qui nous avons l'habitude d'être en relation. Et donc, cette tradition, en fait, pour faire extrêmement vite, elle est née dans les années 30 aux États-Unis. Au départ, elle n'est pas du tout radicale, et d'ailleurs, il y a beaucoup de traditions de l'histoire du community organizing jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas particulièrement radicale. C'est d'abord une technique pour organiser les gens localement. Et donc, ça débute dans les années 30 à Chicago, dans un quartier pauvre de Chicago. Un prof de Chicago qui, lui encore, n'est pas un radical à l'époque, qui est plutôt quelqu'un d'assez modéré, un mec assez haut en couleur, un peu chelou, qui s'appelle Saul Alinsky, très difficile à situer politiquement, se rend compte en revanche que dans ce quartier en difficulté de Chicago, il y a énormément de problèmes sociaux, hein. On est au moment de la Grande Dépression. Et il dit, c'est pas possible, je connais ce quartier, j'y suis né, et il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent pour le logement, il faut que les choses changent pour la vie des gens, pour la nourriture. Certains n'avaient pas accès à la nourriture. Et donc, ce qu'il va décider de faire, c'est d'organiser les habitants de ce quartier pour qu'ils fassent pression sur les autorités locales, les agences locales à l'époque, euh, pour obtenir des choses pour ces gens qui sont des sans-voix, littéralement des sans-voix, des gens qui ne sont représentés par personne, qui sont dans une crise économique terrible, donc ils n'ont pas de représentants. Et l'idée de ce monsieur, Saul Alinsky, c'est de leur dire, on va organiser une sorte de voix collective. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'ils aient un mégaphone, comme ça, pour intervenir sur la scène locale, hein, au départ, à Chicago. Euh, et il va y arriver. Il va y arriver comment? En mobilisant les habitants, euh, tout simplement d'abord, et c'est extrêmement important, et d'ailleurs je pense que c'est très lié aux pratiques que Radia, Tessir et Inès et bien d'autres ont dans leur pratique militante aujourd'hui, qui est d'abord de réunir les gens, hein, de réunir les gens impactés au premier chef par
le sujet qui les concerne. En l'occurrence, c'était une crise sociale à l'époque, dans un quartier particulier, mais aujourd'hui, on peut le décliner évidemment sur la question de la justice sociale, de la crise climatique, de cette vie ensemble, hein. Aujourd'hui, on est dans un contexte évidemment post-attentat où on voit bien que il y a beaucoup de choses qui menacent cette capacité à être ensemble dans un même pays. Et donc, il les met ensemble. Il ne les met pas ensemble juste pour qu'ils fassent connaissance ou qui s'agglomèrent de briques et de broc, etc. Non, c'est véritablement pour créer un collectif. Alors d'abord, comment on fait? C'est-à-dire qu'il les met ensemble, il leur dit: «Vous êtes concernés». Et notamment, ça, à l'époque, il parle beaucoup à des mères de famille parce que il voit que c'est les mères de famille, ça n'a pas beaucoup changé pour beaucoup de familles, c'est les mères de famille qui vivent finalement au premier chef la difficulté, hein. Souvent, elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent s'occuper, dans une société à l'époque très genrée, elles doivent s'occuper voilà, de faire vivre le foyer. Et dans un contexte de crise économique, ce sont celles qui sont les plus vénères à l'époque, c'est celles qui sont les plus en colère. Et donc, ils commencent à les organiser. Et ils les organisent pas en leur disant tiens, et si on faisait de la politique ensemble? Il les organise vraiment techniquement, c'est-à-dire qu'il va les voir, il va toquer aux portes, il leur dit: «C'est quoi vos problèmes?» Donc il commence par faire parler les gens en fait sur les problèmes. Il ne va pas amener une solution toute faite, hein. Il commence par à dire aux gens: «C'est quoi vos problèmes? C'est quoi vos difficultés?» Et puis il envoie plusieurs comme ça. Et puis un jour, il propose une réunion. Et les gens, dans ces réunions, ne vont pas là encore écouter un leader charismatique qui leur dirait la vérité révélée, mais ils vont mettre en commun leurs problèmes. Ils vont raconter leurs expériences. Ils vont dire: voilà pour moi les difficultés, voilà le vrai problème. Et ça, si on changeait ça, si on arrivait à dire à tel responsable qu'il faut changer ça, alors les choses pourraient peut-être changer. Donc les solutions collectives émergent comme ça. Et à partir du diagnostic, là c'est un diagnostic. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que à l'occasion, du coup, comme les gens se présentent, racontent leurs histoires, eh bien, un lien se fait, l'air de rien, finalement, entre les gens. Les gens commencent à partager leurs histoires, ont moins peur de l'autre, hein. On voit bien que c'est des recettes qui sont toujours très utiles dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ont moins peur de l'autre, apprennent à se connaître tout simplement, voient que l'autre n'est pas un danger, qu'il est quelqu'un qui peut partager les mêmes galères, des galères un peu différentes, mais qu'il n'est pas forcément un danger. Euh, au fur et à mesure, ils se racontent leurs histoires, et petit à petit, ils commencent à élaborer des diagnostics et puis aussi des solutions, à dire: «Voilà ce qu'il faudrait faire». Et la troisième phase, c'est de dire: «Bah, comment on peut faire pour obtenir ça?» Et donc la solution, c'est de bâtir des campagnes, réfléchir à des actions qui vont mettre un pied dans la porte. C'est-à-dire qui vont changer comme on dit aux États-Unis, le business as usual, le cours des choses, hein, le fait que les choses ne changent pas s'il n'y a pas une intervention décisive d'une partie de la population pour les faire changer. Et donc, ils vont réfléchir ensemble à comment faire. Alors, ça peut être, et ça a été le cas d'ailleurs, en quittant maintenant l'exemple de Saul Alinsky à Chicago, ça a été le cas depuis dans toute la tradition de l'organizing aux États-Unis. Ça peut être toutes sortes de pratiques. J'en recense un certain nombre dans le livre. Certains chercheurs et activistes en ont recensé plus de 200, et je crois que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut encore en rajouter, près de 200, pardon. Ça peut être des manifestations, évidemment, ça peut être des sit-ins, ça peut être des die-ins, ça peut être des grèves de la faim, ça peut être des contestations qui mettent plus ou moins en danger le corps, hein. Ça peut être des blocages, ça peut être des occupations, et on se rappelle évidemment de tous les mouvements d'occupation ou des mouvements d'occupation que le mouvement climatique en ce moment organise, tente d'organiser, n'arrive pas à organiser, mais en tout cas, il y a cette volonté. Et finalement, cette tradition, elle s'est déployée de façon, là encore, plus ou moins radicale. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le community organizing en soi, tel qu'il se déploie aux États-Unis, pour plein de raisons, c'est pas forcément un modèle. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des associations locales dans des quartiers défavorisés, aux États-Unis, qui pratiquent le community organizing tout simplement parce que l'État social n'existe pas. Donc, ce sont des organisations, beaucoup payées par la philanthropie, par exemple, qui vont faire de l'intervention sociale, mais c'est une intervention sociale finalement pour colmater les brèches, hein, qui ne va pas changer décisivement les choses, qui va juste aider certains jeunes à pas complètement sombrer, qui va éviter de les envoyer en prison quand ils sont noirs, ce qui est souvent le cas, puisqu'il y a une criminalisation des jeunes noirs qui est
et particulièrement des jeunes garçons noirs, qui est tout à fait énorme. Et donc, voilà, c'est pour maintenir le statu quo social. Mais il y a une partie de ce community organizing qui tire son histoire de lutte ancienne. Le mouvement des droits civiques est bâti beaucoup sur cette idée du community organizing. Le mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60, c'est véritablement mettre ensemble des gens, notamment dans le sud américain, mais aussi à Chicago à nouveau, des gens qui n'avaient pas voix au chapitre et qui s'organisent pour faire advenir l'égalité des droits aux États-Unis. Et ces techniques-là ont été réemployées. Et d'ailleurs, je voudrais vous citer une phrase de Bayard Rustin, qui est un des chevilles ouvrières du mouvement des droits civiques, qui était un proche lieutenant de Martin Luther King, dont on connaît peu l'histoire tout simplement parce qu'il était gay et que du coup les pasteurs baptistes du Sud américain ne voulaient pas forcément le mettre sur le devant de l'affiche. C'était un peu gênant à l'époque, surtout pour eux qui pouvaient être pour les droits civiques, mais parfois conservateurs. Et il avait cette phrase, Bayard Rustin: dans chaque communauté, nous avons besoin de fauteurs de troubles angéliques. Fauteurs de troubles, qui mettent le pied dans la porte, et puis angéliques parce que l'idée, n'est pas forcément c'est pas de tout casser. L'idée, c'est de construire des mouvements qui produisent en fait par agrégation finalement le soutien, non pas de toute la population, il y a des gens avec qui on ne sera jamais d'accord, mais qui arrivent à d'abord agglomérer les gens qui sont d'accord avec nous, mais qui ne sont pas forcément activés politiquement, et puis les indifférents, cette idée qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont en fait indifférents à la politique, qui ne sont pas activés, mais qui ne sont pas forcément en désaccord. Et donc, j'aime bien cette idée de fauteur de troubles angéliques qui correspond bien aux pratiques des activistes que nous avons là ce soir. Il dit aussi quelque chose que je trouve intéressant, qui est finalement une leçon devenue culte pour les théoriciens de la désobéissance civile. Vous savez que c'est cette culture de la désobéissance civile est très importante aux États-Unis, qui a d'ailleurs été suivie après par des groupes militants comme ACT UP, par exemple, qui est de dire notre pouvoir réside dans notre capacité à rendre les choses impraticables. La seule arme que nous avons, c'est nos corps. Il faut les placer aux bons endroits pour empêcher les roues de tourner. Donc cette idée que nos corps sont actifs, que nos corps dans l'espace public peuvent changer les choses à condition qu'on pense des actions, qu'on réfléchisse à ces campagnes et qu'on fasse les choses de façon un petit peu méthodique. Donc cette culture-là, elle a vraiment irrigué. Et juste pourquoi ce livre-là est sur Ocasio-Cortez, c'est-à-dire que quelqu'un comme Ocasio-Cortez, elle se place dans la tradition de ces luttes-là aux États-Unis. Le mouvement des droits civiques, Occupy Wall Street après la crise financière, les mobilisations un peu avant contre la guerre en Irak, qui ont été des mobilisations extrêmement fortes. Aussi le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, dont vous avez entendu parler évidemment tous ces derniers temps, qui lutte contre les violences policières et le racisme aux États-Unis, qui a vécu sous Trump une vraie résurgence ces derniers mois avec le mouvement, on peut dire, le mouvement social le plus important de l'histoire américaine. C'est vraiment très important de comprendre qu'on est sur une ère de mobilisation très importante aux États-Unis en ce moment par rapport à ce qui s'est passé ces dernières décennies. Et elle, en fait, elle incorpore toutes ces traditions. Elle incorpore aussi cette culture de l'organizing. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle génération, qui sont des gens qui, en fait, sont comme beaucoup de gens qui sont là ce soir, qui sont des gens qui sont nés dans les années 90, au début des années 2000 parfois, qui ont connu toutes les crises. Aux États-Unis, ils ont connu la guerre en Irak, la crise financière, la paupérisation, les inégalités grandissantes, avec ce chiffre incroyable qui est que 3 personnes aujourd'hui les plus riches des États-Unis détiennent la moitié de la richesse dans ce pays. On n'en est pas là encore, mais c'est la réalité américaine. Et donc, ils ont connu toutes ces crises-là. Aujourd'hui, la crise climatique qui les tétanise, comme beaucoup de monde et comme vous tous et vous toutes. Et qui leur pose tout simplement la question de savoir si, pour avoir des enfants, si l'avenir est possible. Et elle réactive finalement toutes ces mobilisations. Donc, elle fait une sorte d'éducation populaire de tous les mouvements qui ont précédé. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, elle et plein d'autres, tous ceux dont je raconte l'histoire dans ce livre, sont des gens qui sont complètement conscients que c'est en activant localement, alors à des échelles plus ou moins grandes, qu'on va réussir à faire pression sur les élus américains et sur les gens qui détiennent le pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 5 ans aux États-Unis, il y a véritablement un réveil politique de beaucoup, notamment de jeunes gens, dans la foulée de la campagne de Bernie Sanders, qui a réveillé véritablement les jeunes Américains, et puis pas que les jeunes d'ailleurs, mais qui a en fait réarticulé un certain nombre de choses qui n'étaient plus du tout entendables, une sorte d'horizon des possibles qui n'était plus du tout entendable
dans la politique américaine depuis des décennies. Et derrière ce mouvement-là, en fait, il y a eu toute une énergie qui consiste à dire, en gros, pour la résumer, et c'est exactement la doctrine d'Ocasio-Cortez, c'est de dire je me fais élire au Congrès parce que au Congrès, je suis en capacité de produire des lois, je suis en capacité d'avoir de changer des choses dans mon district, dans ma circonscription, je peux faire des commissions d'enquête, donc je peux être une élue euh, euh, pleine et entière, même si elle est assez minoritaire encore aujourd'hui dans son parti démocrate qui est assez centriste. Mais elle dit aussi, elle théorise l'idée qu'un élu est nécessairement en résonance avec les mouvements sociaux. Et donc, elle dit, je suis aussi la porte-parole en politique, le porte-voix, le mégaphone, là encore, des revendications des mouvements sociaux dans l'espace politique. Et c'est sa stratégie de inside-outside, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur, qu'elle porte totalement. C'est-à-dire qu'elle dit, moi, je n'ai de légitimité politique que parce que je suis la porte-parole des mouvements sociaux. Je porte leurs revendications dans l'espace public. Elle théorise le fait que les élus doivent être tout le temps challengés, y compris elle-même. Hein. Elle dit elle-même que si elle ne pratique plus la politique de cette façon-là, alors elle n'aura plus vraiment de légitimité politique, même si les électeurs continuent à l'élire. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà pourquoi j'ai titré ce livre Génération Ocasio-Cortez, mais pourquoi aussi je parle de tous ces nouveaux activistes américains. Je voudrais juste, pour terminer, vous dire deux petites choses. Un, c'est la leçon de Tara Raghuver, qui est une activiste de Kansas City, dans le Missouri, un endroit assez conservateur, qui, il y a 1 an et demi, est venue s'installer dans sa ville. Elle y a vécu longtemps. Elle a failli être trader, Tara. C'est vraiment, elle était partie, elle avait fait des études vraiment très réussies. Elle avait des parents riches qui lui ont payé des études comme ça. Elle avait de quoi, elle était presque sur le point de devenir trader à Wall Street. Et en fait, un jour, notamment quand Trump a été élu, elle s'est dit, c'est pas possible, ça peut pas être ça ma vie. Et donc, elle est revenue dans sa ville. Elle est revenue dans sa ville. Tara Raghuver, elle est d'origine indienne et l'élection de Trump a été extrêmement dure pour elle parce que il y a quelqu'un de sa famille, quelqu'un en tout cas qui avait le même nom qu'elle, qui a été assassiné. Juste après l'élection de Trump dans le Missouri, et c'était quelqu'un qui portait le même nom qu'elle, et elle s'est dit, ok, là j'ai compris. J'ai compris ce que voulait dire en fait l'élection de Trump et ce que ça a activé de négatif évidemment chez plein de gens. Et elle a une succession de chocs comme ça et elle change. Et donc elle a décidé de créer son organisation à Kansas City, sa ville, pour mobiliser les quartiers populaires, notamment beaucoup de Noirs qui vivent dans une ville très ségrégée, dans une partie de la ville très ségrégée, pour qu'ils s'organisent entre eux, exactement avec les méthodes que je vous ai décrites. Et elle a réussi en 1 an et demi à créer un mouvement qui a changé des choses, qui a réussi à demander des choses aux pouvoirs politiques locaux. Elle est une des figures les plus connues du mouvement pour la justice en termes de logement, contre les expulsions, notamment aux États-Unis. C'est particulièrement actif avec la crise du Covid en ce moment, où évidemment il n'y a pas de protection pour les locataires et c'est très dur quand les gens perdent leur travail. Et Tara, elle dit quelque chose que je trouve très juste. Elle a 27 ans, hein, Tara, 28 ans, et elle dit le pouvoir est sur la table, à nous de l'attraper. Je trouve que c'est une belle expression. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ces mouvements, ils pratiquent une forme de joie. Ils n'oublient pas que les mouvements d'activisme, ça peut être parfois difficile. C'est des questions interpersonnelles, il y a des conflits, il y a des chocs parfois. C'est difficile d'emmener tout le monde, mais ils essayent quand même de garder l'objectif, hein, de regarder c'est quoi l'important. Et aussi, ils ont des pratiques, évidemment, on y reviendra, intersectionnelles. Alors ce mot, quand on le prononce en France, soit les gens comprennent rien, soit ils ont peur. L'intersectionnalité signifie tout simplement articuler ensemble tous les problèmes. Donc la question des discriminations liées au racisme, la question du genre, des inégalités de genre, la question évidemment de la classe aussi, puisque ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, du tout oublié. La question de la classe, elle est complètement pensée par tous ces groupes militants aux États-Unis. Et donc, ce sont ces pratiques-là, voilà, qui les motivent et qui les activent. J'arrête de parler maintenant, voilà. Et peut-être qu'on peut revenir avec nos 3 invités. Et là, cette fois-ci, je vais reprendre un peu la casquette peut-être de l'intervieweur. C'est peut-être voir à partir de justement la lecture de ce livre, je crois qu'en plus vous l'avez lu et au moins parcouru, peut-être les unes et les autres nous représenter comment vous travaillez et en quoi finalement ce que j'ai décrit là peut-être résonne déjà en fait avec des pratiques que vous avez déjà. Radia? Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacune et chacun. Je suis très heureuse d'être là. Merci Mathieu pour cette belle synthèse de ton livre que j'ai pris
plaisir à feuilleter, effectivement. Donc moi, je représente l'association Coexister, comme l'a dit Loumir tout à l'heure. On est un mouvement qui existe depuis 12 ans. Et voilà, enfin moi, au départ, le community organizing, quand je me suis engagée à Coexister, ça ne me disait rien du tout. J'ai vraiment appris cette notion au fur et à mesure. Et je pense que c'était plutôt de l'ordre de l'intuition que de vraiment prendre les règles du community organizing et de les appliquer au sein du mouvement Coexister. C'était quelque chose qui se faisait déjà. Et du coup, pour vous partager un peu comment est-ce que ça résonne dans notre engagement à coexister, donc j'ai plusieurs points et plusieurs liens à faire avec ce que tu viens de dire. Donc déjà, la première chose, c'est quand je pense à coexister, quand je me dis le cœur du cœur, c'est effectivement de créer du lien, de créer des connexions, et même officieusement, ce qu'on souhaite, c'est créer des amitiés. Et donc, c'est vraiment vraiment l'interpersonnel. Et une amitié, un lien social, c'est la proximité locale la plus absolue. Enfin, c'est vraiment entre deux personnes qui sont côte à côte. Et en fait, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en créant des espaces de confiance. Donc, coexister en tant que structure, c'est vraiment de créer des safe spaces où on a co-construit des règles où on peut se rencontrer en toute sincérité, en toute vulnérabilité, en toute fragilité. Et je pense que c'est important d'utiliser ces mots. C'est vraiment les questions de fragilité peuvent devenir une force lorsque elles sont célébrées au sein de cet espace de confiance, au sein de ce safe space. C'est hyper important. Et donc, les personnes arrivent avec ces fragilités, arrivent avec ce qu'ils ont à dire, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'elles sont, avec ce qu'elles ont envie de porter. Et au départ, elles viennent juste dans cet espace pour rencontrer des personnes. Et donc, coexister, voilà, on anime un peu ces différents groupes locaux un peu partout en France. Et donc, c'est le deuxième enjeu dont je voulais vous parler. Dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'enjeu de la proximité locale. Nous, à Coexister, nous sommes un mouvement sur toute la France et sur l'Europe, uniquement parce qu'il existe une proximité locale. Tout se joue au niveau du local, absolument toute l'action de terrain est au niveau des groupes locaux. Pourquoi la proximité locale? Parce que, étant donné que notre vision, c'est vraiment d'apprendre à créer du lien, c'est vraiment d'apprendre la meilleure vie ensemble. Excusez-moi, les aléas du direct. Pardon. Et donc, puisque l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à mieux vivre ensemble, d'apprendre tout ça, ça n'a de sens qu'au niveau local. On dit que c'est important Pardon. On dit que c'est important d'apprendre à comprendre le monde dans lequel on vit, d'apprendre à savoir comment est-ce que dans les autres pays, dans les autres lieux, on apprend à mieux vivre ensemble. Mais le véritable enjeu, c'est ton voisin. Enfin, je veux dire, c'est comment est-ce que, c'est ce qui nous gâche vraiment la vie, entre guillemets. C'est par exemple si ça se passe pas bien avec ton voisin du dessous, avec ta voisine d'à côté, avec ta voisine en face dans la rue. Et donc, cette importance de la proximité locale, elle est hyper importante dans l'action de coexister. La deuxième, qui résonne un peu dans notre engagement au sein de Coexister, c'est la question de l'action. Alors, nous, c'est un énorme enjeu parce qu'au tout début, quand c'est créé Coexister, on se disait, on ne veut pas forcément porter un plaidoyer tous ensemble. Et ça peut paraître un peu contradictoire avec la notion de community organizing. On se disait, non, les jeunes de Coexister, ils viennent pour vivre une expérience de la rencontre, pour vivre une expérience de cohésion. En revanche, le plaidoyer, s'ils n'ont pas envie de s'en occuper, ils ne s'en occupent pas. Mais on remarque que le terrain nous montre le contraire, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'en fait, ils sont aussi venus pour construire quelque chose de commun, pour partager aussi le modèle de société qu'ils ont envie de construire ensemble. Et donc, on est passé d'une action de terrain et d'une action pour faire en sorte que les gens se rencontrent à une action où on construit un modèle de société commun. Et ce qui m'amène à ce quatrième point, donc, qui aussi résonne avec les paroles que tu as partagées, c'est qu'en fait, coexister, c'est aussi la construction d'un rêve commun. C'est qu'en fait, certes, on passe du temps à se rencontrer, mais le temps le plus long
qu'on a, enfin ce qui ressort vraiment de notre action, c'est le temps qu'on passe à rêver ensemble du modèle de société qu'on a envie de voir arriver. Et notamment quand on parle, quand on dit, voilà, on essaye de trouver l'équilibre entre l'unité et la diversité, quand on essaye de trouver comment est-ce qu'on joue de ces liens entre l'individuel et le collectif, qu'est-ce que ça veut, comment est-ce qu'on est au monde, comment est-ce qu'on croit le monde, comment est-ce qu'on pense le monde, tout ça, on essaye de trouver le commun. Parce que ce qui est sûr à coexister, c'est qu'étant donné qu'on recherche les différences et les personnes qui sont différentes de nous, en fait, le commun, il est seulement à construire. Il n'est pas de fait. Le commun, c'est quelque chose qui arrive après, c'est quelque chose d'amovible. C'est quelque chose qui change un peu à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le collectif. Et enfin, du coup, cette construction de modèles communs, il a donné lieu à un plaidoyer. Et donc aujourd'hui, maintenant, on défend vraiment un plaidoyer, depuis des années, mais au départ, tout le monde n'était pas obligé de se l'approprier. Aujourd'hui, on a un plaidoyer qui est porté et qui est incarné par les jeunes qui viennent du terrain, qui sont à coexister. Et donc là, pour le coup, on défend des propositions, des préconisations et des positionnements politiques hyper forts. Peut-être juste quelles sont les campagnes que vous mettez en place et comment vous organisez justement, et après on passe à Tessir par exemple, mais quelles sont les campagnes que vous organisez? Les campagnes, notamment les plus récentes, c'est par exemple la diffusion de contre-discours positifs sur les réseaux sociaux pour essayer de contrer un peu les discours de haine qu'on peut y entendre, les questions de racisme, d'islamophobie, d'antisémitisme, les questions d'injustice sociale qu'on peut voir. Et donc, on s'organise, on a des groupes sur diverses plateformes internes pour s'organiser, se partager les bonnes pratiques, se partager comment est-ce qu'on se positionne, qu'est-ce que ça veut dire aussi la communication non violente en ligne, que veut dire aussi l'activisme en ligne. Donc ça, là, on est en plein dedans en ce moment et c'est les campagnes actuelles qu'on monte. Je vais activer mon micro. On peut peut-être poursuivre la conversation. Tessir, pareil. Du coup, quelles sont les pratiques au sein d'Alternativa dont on entend beaucoup parler, qui tentent de peser vraiment sur le débat sur la justice climatique en ce moment en France, dans un contexte pas simple où se mobiliser, organiser notamment des actions de désobéissance civile, c'est compliqué dans le contexte actuel français. Oui, merci. Alors, peut-être pour représenter rapidement Alternativa, c'est un mouvement pour la justice climatique et sociale qui réunit plus de 135 groupes locaux partout en France. Et à Paris, on est un groupe de presque 200 activistes, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment actives au sein du mouvement, et un groupe de 40 animateurs et animatrices donc, qui animent en fait ce groupe-là. Donc c'est un vivier d'activistes et de bénévoles assez intéressant. Il y a énormément de choses en fait dans ce livre qui m'ont fait penser à Alternativa, qui m'ont fait penser même à mon parcours. C'est hyper intéressant. Donc j'ai essayé de résumer brièvement comment les points de comparaison qu'il y a entre l'activisme aux États-Unis et en France. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'avant tout, vu qu'on est quand même une grosse organisation composée principalement de bénévoles, on a dû mettre en place une véritable organisation et structure, c'est-à-dire une méthode qui permettait en fait d'inclure un maximum de personnes et de faire en sorte que on évolue et on s'organise dans un espace qui est aussi bienveillant. Et c'est quelque chose que j'ai vachement retrouvé dans les portraits qui sont faits dans le livre, c'est qu'en fait, on essaye d'être bienveillant, inclusif, et ça passe par des choses toutes simples comme commencer une réunion à l'heure et la terminer à l'heure, comme la parité presque obligatoire dans les organisations d'action, etc. Enfin voilà, il y a tout un truc qui fait qu'on est obligé, on doit être un exemple pour la société qu'on veut construire pour demain. Ensuite,
On a organisé beaucoup de marches pour le climat depuis 2018 avec évidemment d'autres organisations. Et en fait, on a un peu monté en radicalité avec justement des actions de désobéissance civile, avec notamment une branche qui s'appelle ANV COP21, donc Action non violente COP21. Je ne sais pas si on parlera du débat violence-non-violence, mais bon, il y a des choses à dire. Voilà, avec cette idée qu'on est un mouvement à deux jambes qui prône les alternatives et qui fait de la résistance. Donc, on a des campagnes contre, par exemple, Amazon, qui veut s'étendre à tout prix, qui veut construire à tout prix des entrepôts en France. On a une campagne qui s'appelle Décrochons Macron, donc des activistes qui ont décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour signifier le vide de sa politique climatique et sociale, qui sont d'ailleurs en procès jeudi pour le groupe parisien. Voilà, on a tout un panel d'actions et justement le contexte Covid fait aussi qu'on doit toujours se surpasser, toujours se challenger en étant de plus en plus créatif en fait. Et c'est dur au début de se dire, bon, bah, les actions de masse, les manifestations, c'est terminé, pour le moment en tout cas. Et donc, du coup, on doit se challenger, on brainstorm, on essaie de trouver des choses qui sont plus impactantes, plus symboliques, plus visuelles et qui donnent envie en fait. Et ça fait des actions assez dingues comme un carton géant Amazon devant le ministère des Finances. Voilà, on a déposé un colis devant le ministère des Finances en disant, bon bah voilà, avec marqué dessus tout ce que tous les problèmes qu'Amazon crée sur le territoire. On a encore la semaine dernière fait flotter des portraits d'Emmanuel Macron sur la Seine. Enfin, c'est vraiment, voilà, on essaie d'avoir tout un panel d'actions assez dingue pour à la fois attirer l'attention, mais aussi donner envie aux gens de se mobiliser et de savoir qu'en fait, si nous, on ne le fait pas, ou si, évidemment, d'autres collectifs, hein, que je pense à Extinction Rébellion, etc., s'il n'y a pas des personnes qui sont prêtes à passer à la désobéissance civile, si on ne le fait pas, personne ne le fera, en fait. Et il y a constamment, en fait, des personnes qui nous rejoignent et qui sont intéressées. Et ça me fait penser beaucoup à Sunrise et à leur organisation qui est assez proche de la nôtre, finalement, dans ce truc de toujours former les gens de plus en plus, organiser des formations, toujours essayer surtout de faire des réunions d'accueil où on peut tout de suite enclencher, onboarder les nouveaux qui viennent nous rejoindre pour ne pas les perdre. En fait, c'est vraiment une notion qu'on a, c'est que voilà, on essaye toujours de rester constamment un mouvement de massification. Et je tiens à préciser ce terme-là, parce que le mouvement de massification, en fait, ça ne veut pas dire être consensuel, essayer d'avoir un maximum de personnes avec nous. Ça veut dire simplement qu'on essaye de promouvoir une société qui n'exclut personne. Donc, on doit avoir de tout dans notre mouvement. C'est-à-dire qu'on doit avoir une base active avec un panel assez grand, assez important pour pouvoir agir. Et parce qu'on n'a pas envie de promouvoir des mesures qui excluraient ou qui se feraient contre des personnes. Le but, c'est d'inclure un maximum de personnes. Et encore une fois, ça ne veut pas dire plaire à tout le monde. Ensuite, il y a aussi ce côté où l'activisme, c'est difficile, c'est très dur en fait, hein. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans le livre, on l'entend, c'est des personnes qui militent depuis 10, 15, 20 ans, qui sont toujours autant à fond. Et parfois, moi, je lisais ça avec un peu un sentiment de culpabilité en me disant « Waouh, ça veut dire que dans 20 ans, je vais encore y être, quoi ». Et en fait, voilà, l'activisme, c'est difficile, on ne va pas se mentir. Enfin, je veux dire, il y a des jours où on ne dort pas, il y a des jours où on fait des burn-out, où on pleure, où on est fatigué. Et ce qui est hyper intéressant, en tout cas avec Alternatiba, et je sais que c'est le cas dans d'autres organisations, c'est qu'on essaie de promouvoir un militantisme durable. C'est-à-dire, on n'essaye jamais de culpabiliser des personnes qui ont arrêté de s'engager ou qui veulent faire une pause. On a construit un pôle bien-être militant qui veille à ce que, un truc tout simple, à ce que les gens mangent, en fait, quand on organise des actions. La veille d'action, il y en a qui oublient de manger. Donc, du coup, il y a des personnes qui sont là pour leur faire à manger, etc. Vraiment, c'est des trucs, c'est des détails, mais c'est hyper important. Et voilà, enfin, il y a tout un truc où on doit essayer. Il y a évidemment le contexte de la bienveillance, être toujours, enfin, régler les problèmes de manière calme, sereine. Enfin,
évidemment, il y a des conflits, il y en a toujours, parce que dans toute organisation, il y a des conflits, mais voilà, le but, c'est de ne jamais s'attaquer aux personnes, de ne jamais insulter, et c'est toujours d'être dans un contexte bienveillant, où on a conscience aussi des formes de domination qui existent dans nos sociétés, donc on essaie justement de ne pas les reproduire au sein de notre organisation. Voilà, et malgré ça, malgré le fait que l'activisme, c'est difficile et qu'on essaye de trouver des moyens pour éviter de se cramer, en fait, tout simplement, il y a ce truc où, et là, c'est un peu ce que tu disais, Mathieu, sur la joie, en fait, c'est le militantisme, l'action transcende la peur. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelque chose, sur une cause qui nous fait peur, en fait. Le réchauffement climatique, l'effondrement, etc. C'est des choses qui peuvent nous paralyser. Et le fait de passer à l'action, surtout entouré de personnes, c'est un peu cet effet de groupe, en fait, solidaire, bienveillant, etc. Ça transcende la peur. Et ça engendre beaucoup d'espoir aussi, parce que évidemment, la lutte est longue, évidemment, on n'a pas du tout gagné, mais en même temps, on regarde son voisin quand on bloque un avion et on se dit, bah, on va être là pendant encore un moment, mais au moins, on sera ensemble, quoi. Et donc, vraiment, il y a cet effet de groupe qui est hyper intéressant et qui crée un peu cette sorte d'effervescence pendant les actions de blocage où les gens, bah, ils sont en train de chanter, ils sont en train de danser, ils sont en train de faire un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on retrouve nulle part, hein. Enfin, j'ai jamais j'ai jamais vécu, en fait, cette sorte d'effervescence et de stimulation, en fait, que pendant des actions de blocage ou pendant des manifestations aussi également. Voilà, après, il y aura encore 20 000 choses à dire sur aussi l'inclusivité de notre mouvement et comment on fait aussi pour s'adresser ou pas d'ailleurs, cette question d'alliance ou de convergence avec d'autres luttes, etc. Je pense que peut-être on va y revenir après, mais voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais voilà. Ok, je propose justement, il y a plein de portes que tu as ouvertes comme Radia aussi, donc cette question de la désobéissance civile, cette question de l'inclusivité, donc je propose qu'on y revienne justement après dans le questionnement et qu'on écoute Inès justement pour à nouveau que tu nous racontes comment, quelles sont tes pratiques militantes et comment on organise les gens au sein de GetUp. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Ok. Ben, déjà, merci beaucoup Mathieu pour ce livre, hein. Il est très précieux. Merci à Alternatiba aussi d'organiser cet échange qui, je pense, est vachement important. Je vais répondre à ta première question d'abord sur la manière dont ce livre résonne avec notre action chez GetUp et un peu l'histoire de cet assaut. Alors, en fait, c'est justement un séjour pour moi aux États-Unis qui a déclenché un peu la création de cette association. Je venais de terminer mes études. C'était la première fois que je vivais à l'étranger et j'ai vécu à Harlem quelques temps dans le cadre d'un stage à la fin de mes études. Et j'y allais parce que c'était un rêve personnel en tant que jeune fille issue de l'immigration qui a grandi en quartier populaire. Les États-Unis, c'était un peu la culture américaine, les films américains, la musique américaine, c'était là où je me connaissais pas mal. Et donc, c'était un rêve de petite fille d'y aller. Donc, c'était purement apolitique à ce moment-là. Et en fait, j'ai été frappée par énormément de choses. Je pense comme beaucoup de Français et Françaises racisés ou d'origine de l'immigration. Le passage aux États-Unis, c'est souvent un moment où en fait on se trouve de la même manière que James Baldwin s'était trouvé en Europe. Aller aux États-Unis, c'est un espace aussi pour reconnecter ses identités. Moi, ça m'avait fait un déclic de légitimité. J'ai retrouvé un peu l'équilibre entre mes origines marocaines, mon identité française, mon identité banlieusarde. Tout ça a pu un peu trouver sa place dans l'espace qui avait en fait aux États-Unis que j'avais pas trouvé en France, de cette réflexion, etc., de mes échanges. Donc il y avait cette première chose qui était vachement forte, donc d'identité, de légitimité. Il y avait aussi le choc de se rendre compte à quel point les minorités sont organisées et construisent un pouvoir, ce qui n'est pas une culture qui est vraiment présente, en tout cas dans les minorités dans lesquelles j'ai grandi. Donc que ce soit aux États-Unis, la communauté musulmane que j'ai pu rencontrer ou la communauté de jeunes du Bronx, de Harlem, la communauté afro-américaine, la latino, etc. J'ai trouvé une espèce d'énergie, de puissance que j'avais jamais rencontrée malgré un engagement militant de longue date
mais qui suivait plutôt celui de mes parents en fait à l'époque, et du coup il y avait une espèce de décalage, et j'ai trouvé un peu cette force là-bas. Je rejoins aussi ce que tu dis dans le livre sur la question des histoires, du storytelling, que ce soit les petites histoires individuelles qui permettent d'éclairer, mais aussi la grande histoire. Il y a un Black History Month aux États-Unis, il y a une espèce d'occupation de l'espace par ces minorités, qu'elles soient au niveau de la narration cette nation, mais aussi voilà, une présence dans la culture, dans les médias, etc., qui est quand même, je trouve, plus importante que celle avec laquelle j'ai grandi. Et puis, bien sûr, cette culture de l'organizing, de l'empowerment, qui aurait pu être super présente en fait dans mon parcours à travers l'éducation populaire, qui est voilà, un peu le penchant français, un peu de gauche de ces pratiques-là, mais que dans mon parcours de jeune fille de quartier populaire, je n'ai croisé à aucun moment. Je n'ai été en contact à aucun moment avec des organisations ou des personnes qui m'ont parlé de mon pouvoir dans la société, qui m'ont parlé de ma capacité d'action. Quand on grandit dans un quartier populaire dans les années 90, on a du soutien scolaire et c'est très bien, c'est vraiment la base de tout. On a des sorties culturelles qui sont plus ou moins épanouissantes, parce que bon, s'il s'agit que d'aller à l'opéra et de découvrir la culture légitime et pas de valoriser, enfin, culture légitime et pas de valoriser sa propre culture, ça peut être aussi aliénant. Mais du coup, j'ai pas trouvé ces espaces-là, j'ai pas trouvé ces outils-là, j'ai pas trouvé ce discours-là en grandissant dans un quartier populaire, alors que j'aurais pu, mais ça manquait en fait, cette question du pouvoir. Et donc, du coup, c'est en rentrant des États-Unis que je me suis dit, bon, il y avait à la fois cette réflexion de transclasse qui arrive un peu au bout d'un parcours. Donc moi, je suis issue de milieu populaire, j'avais fini une grande école, j'avais réalisé mon rêve et je me suis dit, bon, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, je trace ma route et je me dis que moi j'ai eu de la chance parce que je le méritais? Ou est-ce que j'accepte cette culpabilité, j'essaie de la transformer en des solutions au moment où j'ai compris qu'en fait le problème c'était pas moi qui ai réussi à aller de l'autre côté et qui ai trahi ceux qui sont restés d'où je viens, mais c'est plutôt le système qui fonctionnait pas. Et en fait toutes ces réflexions m'ont poussé à créer Get Up. Alors ça a commencé tout petit en fait par juste des moments d'échange entre les jeunes de mon quartier à Stan en Seine-Saint-Denis et des jeunes américains que j'avais rencontrés à Harlem ou au Bronx. Et l'idée, c'était de créer ces conversations pour recréer ces espaces de décentrement et de réflexion sur l'identité, sur qu'est-ce que c'est d'être français aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être américain aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte que comparer les vécus, ça permettait aux jeunes de comprendre que c'était pas eux le problème, que les difficultés qu'ils rencontraient, que ce soit au Bronx ou à Paris, c'était pas eux, parce qu'ils n'avaient pas la même origine, ils n'avaient pas les mêmes prénoms, ils n'avaient pas les mêmes religions, et c'était un système en fait, c'était la manière dont la société était pensée, c'était une histoire, et en fait ça c'était un outil très puissant pour eux de déconstruction de tous les stigmates et tout le sentiment d'infériorité qui s'intériorise tout simplement en grandissant dans une société qui vous renvoie une image qui est assez dégradante de qui vous êtes. Donc c'était un espace de liberté et un espace où ils pouvaient se réapproprier leur identité, leur narration, et on a construit en fait tout un programme autour de ça, donc un programme à destination des collégiens. Donc un programme qui commence par déconstruire ces freins, ces barrières mentales, ensuite créer du pouvoir à travers des compétences. Donc c'est un programme qui s'étale sur 6 mois, et entre chaque session de débat avec des jeunes américains, anglais, néerlandais, sud-africains, il y a de la formation à décrypter l'information, à apprendre à se faire un avis sur un sujet, à comprendre qui a le pouvoir sur quel sujet dans sa ville et comment l'interpeller. Plein de choses comme ça qui font que ces jeunes se sentent plus en contrôle de leur vie, de leur environnement, de leur histoire, de leur vision d'eux-mêmes. Et on a développé pas mal de programmes. Et si je peux du coup résumer un peu la méthodologie d'action de Get Up, c'est vraiment un peu en suivant les enseignements de Fanon, un peu de déconstruire un peu ce sentiment d'infériorité et cette aliénation qui a été un peu assimilée par les jeunes, de déconstruire déconstruire le système, l'actualité, tout ça, se réapproprier, avoir les outils pour se les approprier, et ensuite ensemble de reconstruire quelque chose à travers l'engagement. Donc tous les jeunes qui passent par nos programmes doivent s'engager d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une action individuelle ou collective, peu importe, mais l'idée de l'engagement, c'est aussi quelque chose d'assez fort
c'est un levier pour nous de justice sociale parce que ça leur permet de prendre un peu cette place dans la société, de développer plein de compétences en agissant et de faire avancer un peu leur parcours, leur cheminement, mais aussi celui des autres autour d'eux. Et la dernière manière dont on agit, c'est donc, comme le disait Lumire tout à l'heure, on essaie de se concentrer sur le changement qu'on peut avoir sur les jeunes, mais on essaye, parce qu'on se dit que c'est les meilleurs ambassadeurs de tout ça, c'est les meilleurs acteurs, c'est les meilleurs leviers de justice sociale, c'est de les outiller, de les armer pour que là où ils vont, ils puissent changer leur environnement. Mais on travaille aussi sur le reste de la population, continuer à travailler sur la perception qu'a l'opinion publique de ces jeunes de quartier. Donc, on a un média qui travaille sur ces questions-là. Donc, à chaque fois qu'on est un peu atterré par la couverture médiatique ou politique des quartiers populaires, on produit en fait ce qu'on veut voir. C'est un peu le motto de Get Up, on produit ce qu'on veut voir. Et par exemple, pendant le confinement, alors qu'une partie de la classe politique et médiatique disait que les quartiers populaires ne respectaient pas le confinement, et qui avait complètement omis le fait que tous ces travailleurs essentiels, les caissières, les livreurs, c'était en grande partie des gens, des habitants des quartiers populaires. On a sorti une série de podcasts qui s'appelle Au charbon et qui allait à la rencontre justement de tous ces gens pour leur donner la parole, pour aussi les montrer tout simplement, les valoriser, montrer ces histoires qui sont importantes. Donc voilà un peu comment ce que j'ai pu ce dont j'ai pu faire l'expérience au niveau de l'organisation et du militantisme aux États-Unis m'a permis de penser et de créer Get Up. Et peut-être deux autres pistes de réflexion, moi, qui sont ressorties de la lecture de ce livre et sur lesquelles je réfléchis depuis un moment, et ça peut nous permettre de discuter aussi. Parce qu'en fait, moi, ce qui me frappe beaucoup et ce qui continue de me nourrir en regardant la scène politique américaine et ces nouveaux activistes américains, c'est déjà l'espèce de porosité entre la société civile et la politique qui est inexistante en France. En fait, c'est quand on va en politique, on abandonne tout. Faut pas penser revenir dans la société civile. C'est comme si on se grillait à jamais. C'est comme si c'était un espace interdit, un espace un peu sale. Alors qu'aux États-Unis, on le voit, il y a des artistes qui se lancent dans des campagnes. Il y en a même qui deviennent gouverneurs. Il y a une espèce de normalisation, ou en tout cas d'envie d'aller dans cet espace-là, d'envie d'aller en politique, qui est vachement inspirant pour moi. Et ce qui me frappe aussi énormément, c'est cette culture en fait de la complémentarité qui, je pense, en découle. Les Américains et ces nouveaux activistes ont bien compris que si on veut un changement social, il faut qu'on ait des gens dans les médias, qu'on ait des gens dans la culture, qu'on ait des gens en politique, qu'on ait des gens dans le business. Il y a cette espèce on a compris que c'était un écosystème et je vous invite à regarder le travail d'une activiste qui s'appelle Deepa Iyer, qui a créé une espèce de map de changement social où elle place les storytellers, les gens qui racontent leur vécu, leur tragédie au même niveau que les gens qui vont théoriser le changement social, au même niveau que les gens qui vont être dans l'urgence de faire des maraudes, par exemple, au même niveau que d'autres qui vont donner leurs compétences au service ou leur visibilité au service d'une cause. Et un espèce de schéma comme ça qui est vachement inspirant et qui nous donne à réfléchir aussi sur la manière dont nous, on réfléchit en silo, où les chercheurs vont travailler entre chercheurs, où les militants de terrain vont travailler entre militants, et où ça manque peut-être un peu de cette stratégie qui existe aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai aussi aimé la manière dont tu as écrit ce livre en faisant des portraits et en montrant que chacun avait un rôle, que chacun avait une action. Et je pense que c'est un bon support de réflexion à ce niveau-là. Alors, justement, maintenant qu'on a fait ce premier tour, attendez, je m'entends en écho. Non, c'est bon. Maintenant qu'on a fait ce premier tour, justement, parlons un peu du contexte français, justement. Et en plus, il y a une question sur Facebook qui fait un peu allusion à ça. Et en plus, parce qu'il nous reste, on va dire, une grosse trentaine de minutes, alors on va pas traîner.
comment vous avez fait état, et notamment toi Inès, mais vous avez fait état du fait que c'était plus difficile, c'était en tout cas différent en France. Je ne vais pas vous demander pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas l'important. Finalement, on voit un petit peu les choses. Je vais plutôt surtout vous demander comment on a de l'impact en fait dans ce contexte-là, hein, parce qu'on le voit bien, en France, il y a la question en effet de la classe politique qui est peut-être plus étrangère à l'activisme. Une fois qu'on est élu, on considère que c'est nous qui sommes dépositaires de la légitimité démocratique, et puis on ne regarde pas forcément des gens qui vont venir devant votre permanence vous demander des comptes. Il y a le présidentialisme, la culture jacobine, il y a dans le contexte aussi plus particulier du moment, le confinement, il y a aussi la question d'une certaine, on va dire, répression policière hein, qui est active et qui est là et qui fait que c'est difficile quand même d'organiser des choses. Alors, ça c'est l'analyse. Comment on fait pour du coup, parce que la question Facebook était justement ça, comment expliquer qu'en France, il y a très peu de figures émergentes qui ressemblent à ces activistes, soit du type A ou C en politique, soit de ces activistes locaux. Alors d'abord, il y en a, parce que vous êtes la preuve qu'il y en a. Il y a également aussi des mouvements hein, qui ont été bâtis sur cette façon de faire, qui ont marqué l'histoire française. Un Act Up Paris, par exemple, a changé la donne. Aujourd'hui, ils sont célébrés dans le film 120 battements par minute, et on en a reparlé un peu tard, mais en fait, à l'époque, ils ont changé la donne par leur action, leur die-in, leurs interventions contre les labos pharmaceutiques, contre les ministres de la Santé. Stop le contrôle aux faciès, plus récemment, a fait ce travail-là dans les quartiers, et puis vous le faites aussi. Alors, comment on a de l'impact dans ce contexte-là, français plus hostile à cette culture-là Qui veut commencer? Peut-être Radia. Alors merci pour cette question. Après, c'est hyper difficile parce que dans le contexte actuel, j'ai l'impression qu'on est qu'on est écrasé par des bulldozers qui luttent un peu contre nos libertés actuellement, surtout sur les sujets qu'on traite à coexister, notamment les questions de laïcité, principes et valeurs de la République, la cohésion et les questions de différence de convictions religieuses, philosophiques et spirituelles. Je pense qu'il y a une énorme difficulté parce que le politique, c'est un métier. En tout cas, c'est vu comme un métier en France. On a l'impression qu'on pourra jamais, qu'on pourra jamais l'atteindre, qu'il y a différents métiers et que le politique, c'est une profession à part entière. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact nous, à Coexisté, on croit énormément aux coalitions, effectivement. Alors, même si on a un sujet au sein de notre organisation, même si on porte certains sujets au sein de notre organisation, on n'est pas du tout expert et expert de tout. Et quand je parle d'expertise, je parle d'expertise de terrain. Quand on veut travailler sur d'autres expertises, on se met en coalition. Donc, on fait partie d'énormément de coalitions. Le Forum français de la jeunesse, qui est une coalition qui regroupe toutes les organisations dirigées par des jeunes. Parce que Coexister, par exemple, on peut être dans la gouvernance seulement quand on a entre 15 et 35 ans. On fait partie du laboratoire de la fraternité, qui travaille sur la question de fraternité, mais pas seulement sur le fronton des mairies, mais surtout la fraternité sous le prisme des différentes diversités. Et on travaille un peu sur les différentes diversités qu'on peut trouver en France et qui sont reconnues comme telles. Et donc, on pense que le message, il est d'autant plus porté quand il est porté en coalition, aussi parce que les personnes, par exemple, nous, les sympathisants, la communauté de Coexister, elle rejoint Coexister parce qu'elle s'intéresse à ces sujets-là. Et on pense qu'il est de notre responsabilité aussi de sensibiliser, de partager des choses qui dépassent un peu notre sujet. Comme ça, on peut toucher des communautés plus grandes et des cercles plus grands. Et c'est la même chose dans les autres organisations. À titre d'exemple, j'ai fait un appel dernièrement avec plusieurs mouvements pour le climat, des mouvements jeunes pour le climat, qui disaient, nous, on ne sait pas trop comment réagir sur la question de l'islamophobie, sur la question de la laïcité. Du coup, on a échangé là-dessus pendant 2 heures. Et c'est par ces échanges de bonnes pratiques et ces coalitions que je pense qu'on peut avoir vraiment de l'impact. Je vais juste... Voilà, je crois que c'est bon, vous m'entendez, oui. Tessir, je voulais relancer la même question sur la question de l'impact et peut-être justement plus précisément, parce que tu as commencé à l'aborder, c'est moins ce que fait Coexister par exemple ou GetUp, mais est-ce que avoir de l'impact, c'est désobéir? Et comment on désobéit?
Quelle est votre doctrine pour ça? Évidemment, on sait bien que dans les mouvements, il y a toujours des gens qui veulent arriver parfois en disant ah ouais, moi je veux y aller à fond, je veux faire ça, etc. Machin. Ce qui serait bien, c'est une énergie positive, et puis parfois il faut un peu de méthode aussi. Et puis il y a ces débats qui traversent aussi sur la question de autour de la question de la désobéissance, de est-ce qu'on va comment on s'engage dans les mouvements, est-ce qu'on casse des fenêtres et des voitures parfois, etc. Bon, c'est des mouvements qui traversent le mouvement social depuis très longtemps. Alors du coup, est-ce qu'avoir de l'impact, c'est désobéir, et comment on désobéit? Oui, alors je veux commencer par dire qu'on ne fait pas que de la désobéissance civile. C'est vrai. En fait, il y a ça, mais je vais en parler un peu après, mais on travaille étroitement avec les Amis de la Terre, qui est pour le coup une énorme ONG qui a plus de 50 ans, qui fait énormément d'actions, qui fait beaucoup de plaidoyer auprès des élus. Et en fait, nos actions de désobéissance civile découlent en fait aussi des plaidoyers et des projets de loi qui sont portés à l'Assemblée. Et nous, on a un peu le bras armé de ce côté un peu sombre, enfin pas sombre, mais je veux dire un peu caché, qui est le plaidoyer et l'influence sur les élus. Donc en fait, c'est plusieurs méthodes d'action. Donc le plaidoyer, on a aussi une campagne locale à Paris qui s'appelle La rue est à nous, qui travaille aussi avec les élus à la mairie de Paris pour limiter le trafic routier, diviser le trafic routier à Paris et en Île-de-France. Donc voilà, donc il y a tout un panel d'actions en fait qui sert à avoir de l'impact sur le pouvoir politique. Et c'est vrai qu'on se pose en ce moment des questions dans le mouvement sur la porosité entre le politique et l'activisme. Et c'est tout nouveau en fait pour nous comme question, on se l'était vraiment jamais posé avant. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette culture en France de le politique, on n'y touche pas. Et c'est d'ailleurs une critique qui est faite dans le livre, je crois, par Ellie Kaufman. Non, c'était pas par elle, c'était par Matthew Miles ou quelque chose comme ça, qui critiquait énormément les ONG comme Greenpeace et 350.org en disant en fait ils ont totalement ils veulent pas du pouvoir parce qu'ils font pas de politique. Mmh. Et du coup, je trouve ça très intéressant et on se pose ces questions en ce moment dans le mouvement en se demandant qu'est-ce qu'on fait là, surtout pour l'échéance 2022? Est-ce qu'on va soutenir un candidat qui aura au moins un programme un peu cohérent avec ce qu'on défend, tout en sachant qu'en fait, si on se met à le soutenir et qu'il ment, nous, on se grille un peu totalement, quoi. Voilà, c'est des questions qui sont en cours. Mais en fait, pour moi, avoir un impact, c'est, comme le disait un peu Radia, c'est la coalition, mais c'est l'alliance, en fait. Et l'alliance, chez nous, elle passe du comité Adama au syndicat des commerçants de France, en fait. C'est un peu... je m'explique, c'est par exemple pour la campagne Amazon, on a créé des alliances avec le syndicat des commerçants de France parce qu'il y a énormément d'emplois qui vont être détruits à cause d'Amazon. Et donc, du coup, on se lie avec des personnes qui sont à droite, donc qui ne correspondent pas forcément aux valeurs qu'on prône, mais qui en fait on a un but commun. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on définit notre but. Notre but, c'est d'éviter qu'Amazon s'épande en France. Et donc pour ça, on doit être pragmatique. Et notre modo, c'est un peu notre méthode, est tirée du radicalo-pragmatisme. C'est qu'en fait, pour arriver à notre but, on doit mettre tous les moyens qu'on a à notre disposition. Et pour le comité Adama, on avait participé, on avait soutenu et on s'était allié à la marche du 18 juillet où on avait lancé l'appel donc Génération Adama, Génération Climat. Pourquoi? Parce que, un peu comme ce que disait Inès, tu parlais de système, et parce qu'en fait, on se bat contre le même système. Et c'est aussi ça, vouloir avoir un impact, c'est identifier le fait qu'on se bat contre un même système et que notre ennemi est commun et que c'est à la fois le système qui broie les corps dans les quartiers populaires et qui détruit la planète. C'est le même. Et ça, dès qu'on l'a en tête, en fait, on sait où on va et on sait ce qu'on fait et c'est là où on a un impact. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est loin un peu d'y arriver. On est en train de le faire, mais j'ai l'impression que ça rame un peu et que c'est tout nouveau, encore une fois. Surtout sur la question des violences policières. J'avais eu un débat une fois avec une élue du PS et je lui disais, mais c'est un peu la première fois qu'on parle de violences policières comme ça en France. Elle me disait non, parce qu'il y avait eu Malik Osekine, etc., évidemment. Mais je dis, mais c'est la première fois qu'on dénonce l'institutionnalisation de la violence policière, en fait. Et que c'est pas,
que ça découle d'une institution et que c'est un problème structurel. Donc voilà, pour moi, avoir un impact, c'est avoir ça en tête et c'est pouvoir vraiment créer des alliances qui vont être extrêmement politiques, où les gens, quand on s'était alliés avec le comité Adama, même au sein de notre base active, les gens se posaient énormément de questions. Qu'est-ce que ça veut dire violence policière et climat, ça n'a rien à voir. Voilà, donc même au sein de notre propre mouvement et notre propre organisation, on a aussi du travail à faire. Voilà, mais on est au courant et vraiment on trace de manière assez radicale une frontière entre, pour moi, ce qui ressort un peu de l'ancien mouvement climat et du nouveau mouvement climat qui est un peu à l'image des jeunes activistes américains, en fait, qui se battent contre ce même système et qui, en fait, se rend compte que la destruction de la planète va avec, va avec les violences policières, va avec le racisme, va avec le patriarcat, et voilà, et il faut nommer les choses. Et nous, on essaye de vraiment les nommer. Voilà. Et est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait, tout à fait. On va passer du coup à Inès, parce que ça me fait naître d'autres questions et une autre question que je vous poserai après. Inès, là-dessus, sur cette question de comment on a de l'impact. Alors, j'imagine que dans ton activité, on a de l'impact aussi, on le mesure. Tout simplement quand on réussit à changer un peu ou beaucoup la vie de quelqu'un, quand on voit quelqu'un changer, quand on voit quelqu'un aussi prendre conscience de toutes ces possibilités. C'est peut-être une autre capacité, mais est-ce que comment, dans le contexte français, on fait pour avoir de l'impact? Est-ce que, par exemple, des organisations aux États-Unis, il y a tout un secteur qui donne un peu d'argent à ces organisations, parfois de la philanthropie, parfois des grandes organisations philanthropiques qui ont des intérêts par ailleurs dans d'autres choses qui sont peut-être moins avouables ou moins, qui vont pas vraiment changer le système. Et puis il y a des gens qui ont un peu d'argent, qui peuvent être des gens un petit peu radicaux. Bon, voilà, ça arrive aussi aux États-Unis. Donc, en tout cas, il y a un écosystème pour financer. On a l'impression qu'en France, c'est plus compliqué, par exemple, pour financer des organisations. Alors absolument. Alors j'adore parce qu'à chaque fois que tu arrives à moi, tu corses un peu la question, donc je dois répondre à la question d'avant et rajouter des couches. Donc merci. Non mais c'est pour avancer. Non mais de toute façon, les filles ont déjà dit pas mal de choses sur la question de comment on a de l'impact dans son action. Je pense effectivement que tout ce qui est coalition, à la fois voilà, choquer un petit peu la scène politique française en faisant un partenariat entre le collectif Vérité et Justice pour Adama, enfin, la Vérité pour Adama et Alternativa. C'est déjà hyper fort de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Alors je souligne l'importance inouïe de se déconstruire et de se sensibiliser à d'autres causes que les nôtres. Notamment sur la question des militants climat, pour le coup Alternativa le fait très bien, où il y a une espèce d'horizon très moyen terme, quoi. C'est le climat, c'est les 2 degrés, et en fait il y a une espèce de mise au second plan de toutes les urgences en fait sociales que certaines personnes qui peuvent être la priorité d'autres personnes en fait, et donc c'est très bien d'aller le plus possible vers les gens qui sont pas des alliés naturels et faire ces déconstructions et ces alliances. Je trouve ça effectivement super important. Il y avait aussi, moi je pense aussi une question très concrète de transformer nos revendications et nos actions en des recommandations ou des requêtes très concrètes, comme font, j'en parlais d'ailleurs avec Marwan Mohamed, qui est un chercheur et sociologue qui travaille sur ces questions-là. Mais par exemple, aux États-Unis, ils le font très bien. Sur les questions des violences policières, ça se traduit directement par le budget qui est alloué à cette police-là. On le veut dans l'éducation, on le veut dans les transports, on le veut dans des choses qui sont concrètes. Alors on le fait aussi en France avec les pratiques policières, etc. Mais de plus en plus aller vers des choses très concrètes. Et sur la question de cette question du financement et de l'autonomie, qui je pense est un véritable enjeu de nos mouvements et de nos actions. Je pense que c'est une véritable réflexion. Alors aujourd'hui, en tant qu'organisation militante en France, on n'a pas 1 million de choix, on a les dons, on a les fondations étrangères au niveau européen, au niveau américain, au niveau des Pays-Bas, beaucoup, on voit des choses se faire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui de fondation française qui est vraiment sur la question du militantisme,
qui va prendre des risques. Il n'y a pas vraiment de voilà. Donc il faut redoubler de créativité. C'est pour ça que je trouve que le modèle de Alternativa, encore une fois, et de la base, il est vachement intéressant parce qu'il permet à la fois d'avoir une certaine autonomie, mais aussi, et ce sera mon dernier point, de se mettre au centre, en fait. En fait, quand on a son lieu de programmation, quand on a son lieu de rencontre, on se met au centre de son action, on se met au centre de son écosystème, on se met voilà, au centre du sujet et on n'a plus besoin de telle personne ou de telle personne et les gens vous identifient, vous, comme étant un acteur. Et je pense que c'est ce qui se passe de plus en plus dans nos milieux et dans nos types de militantisme. On a de plus en plus nos organisations, nos producteurs, nos lieux, nos festivals, voilà. Et ça, c'est important aussi de se mettre au centre. C'est aussi comme ça qu'on crée du pouvoir et qu'on crée de l'impact, je pense. Et du coup, il nous reste un quart d'heure. Alors, je vous propose de faire un petit dernier tour de questions avec une question, moi, qui me passionne et qui, je pense, passionne plein de gens il y a beaucoup d'activistes, moi, que j'ai rencontrés pour ce livre, et peut-être c'est votre cas, qui se sont retrouvés activistes par hasard. Ils n'étaient pas de famille militante, ils n'étaient pas de gens qui étaient particulièrement impliqués en politique. Et puis, il y a un choc à un moment dans leur vie. Ça peut être un choc personnel, ça peut être un choc en ce moment avec la crise climatique, ça peut être en tout cas quelque chose qui touche à leur intime et qui fait qu'ils se retrouvent activistes. En fait, ils ne l'avaient pas forcément prévu au départ. On en parlait récemment dans une émission de Mediapart avec Cédric Héroux, qui s'est occupé des migrants dans la vallée de la Roya. Lui, il n'est pas parti spécialement pour ça. Et puis un jour, il y avait un migrant sur la route, et il a pris dans sa voiture et ça a commencé comme ça. Et il est devenu pour beaucoup, pour les autorités françaises, une sorte d'ennemi public comme ça, numéro un, d'ailleurs à laquelle la justice a toujours donné raison jusqu'à présent. Et d'ailleurs, on le salue s'il regarde cette émission un jour. La question, c'est cette question-là, justement, des activistes par hasard. Vous êtes peut-être toutes, d'ailleurs, des activistes qui êtes arrivés comme ça, impactés par l'engagement de façon non prévue. Et il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager en ce moment par rapport à la crise climatique, par rapport à cette situation qu'on vit aujourd'hui dans cette situation post-attentat. Tu en parlais, Radia, ce sentiment de délitement de la société et quand bientôt on ne pourra plus se parler, qu'on ne pourra plus faire communauté et société. Et puis la question de la crise climatique dont tu parles tout le temps, Tessir, et qui est au cœur de ton engagement et de votre engagement chez Alternativa. Comment, du coup, et beaucoup de gens, ils ont peur de s'engager parce qu'ils ont peur qu'on leur pose des cols sur qu'est-ce qu'ils pensent, machin. Est-ce qu'ils sont raccord avec tout le monde sur les buts du mouvement? Est-ce qu'ils sont assez radicaux? Ils ont peur que sur certains points, on leur dise c'était pas assez radical, ça va pas, c'est pas bien comme il faut. Ils ont aussi peur de se faire, peut-être qu'il y ait des désaccords, qu'on n'arrive pas à gérer dans le mouvement, qu'ils soient ramenés à des difficultés. Donc, en gros, 5 minutes chacune pour terminer justement là-dessus. Comment vous essayez, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens justement qui pourraient nous regarder et qui ne sont pas sûrs de vouloir s'engager? Et pourtant, il faut faire grossir le mouvement, sinon on n'y arrivera pas. Qui veut commencer? On peut changer de sens, Inès. Ok, Inès, allez. Non, moi, il faut que je catch up la question parce que je t'entends très mal, Mathieu, donc j'attends que quelqu'un me l'écrive. D'accord, ok, je vais te l'écrire. Je passe mon tour. Alors, Tessir, comment on fait grossir le mouvement, justement, et on dépasse ces barrières de l'engagement? C'est une question hyper intéressante et en fait qu'on se pose continuellement en fait dans le mouvement. On s'améliore et on revoit tout le temps nos portes d'engagement en fait aussi. Et c'est une question qui soulève d'autres questions et notamment sur aussi la peur de faire des actions de désobéissance civile aussi parce que en fait c'est aussi se mettre au front face à des policiers, face à plein de choses et ça peut faire à certaines personnes. Et en fait, ce que moi j'aurais envie de leur dire, c'est en fait il y a de la place pour tout le monde et chacun choisit son degré d'implication. Au sein du mouvement. On a des personnes qui, comme je l'avais dit, font la cuisine pour ceux qui vont au front. Il y a tout ce qui est la logistique aussi pour préparer l'action. Donc, on n'est jamais au front. Il y a le pôle communication qui rend visible l'action sur les réseaux sociaux et auprès des médias. Voilà, il y a plein de choses en fait qui peut faire en sorte qu'à la fin, on se protège en tant que personne parce qu'on n'a pas forcément envie d'être sur le terrain et qui permet de vraiment contribuer au mouvement. Et évidemment, après, sur la question, est-ce qu'on va leur reprocher d'être radical ou pas assez radical?
en fait, à partir du moment où ils sont d'accord avec la vision d'Alternativa, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, il y a énormément de discussions, de débats, même au sein des animateurs ou des activistes. Et c'est ça, en fait, qui fait grandir le mouvement aussi. Et c'est ça qui le fait évoluer. En fait, il faut des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou exactement le même positionnement. Sinon, on n'avance pas, en fait, et on n'évolue pas. Voilà, donc... Et encore une fois, j'insiste vraiment sur ce contexte de bienveillance où en fait, on ne va jamais reprocher à quelqu'un qui doit partir du mouvement parce qu'il n'est pas assez radical ou parce qu'en fait, ses idées ne correspondent pas à nous. Ça, c'est pas vrai en fait. Et si vraiment il y a une personne qui, par exemple, parce que ça peut arriver, et il me semble que c'est arrivé, une personne qui n'est pas d'accord avec le principe de non-violence, ça arrive, en fait, on lui dit, mais en fait, tu n'as pas le choix. Enfin, je veux dire, si tu n'es pas d'accord avec le principe de non-violence, tu ne peux pas participer à l'action. Donc, en fait, la personne part aussi d'elle-même, finalement, et parce qu'on a justement une structure qui protège les activistes, qui nous protège en tant qu'organisation et qui empêche justement d'avoir des personnes qui ne correspondent pas à nos valeurs, parce que quand on rentre dans le mouvement, on lit une charte, on signe une charte, et qui est assez globale, hein, il n'y a rien de très précis. Mais voilà, donc... C'est-à-dire que l'ADN est déjà défini, en fait. Voilà, exactement, c'est ça. L'ADN, c'est la non-violence, c'est la bienveillance, c'est le respect mutuel, c'est ne jamais s'attaquer à une personne physique, ne jamais insulter. Ça existe déjà, donc en fait, les personnes ne vont jamais... c'est écrit, c'est dit, donc si la personne n'est pas d'accord, elle ne rentre pas, et c'est pas grave. Peut-être qu'elle évoluera, peut-être qu'elle changera d'avis, elle nous rejoindra plus tard, mais voilà, en tout cas, s'il y a des personnes qui ont envie de s'engager, mais qui trouvent que c'est trop radical, eh ben, il y a des moyens de justement ne pas être dans l'action, enfin au front. Et s'il y a des personnes qui ne nous trouvent pas assez radicaux, eh ben, ils peuvent quand même venir nous aider. Mais voilà, nous, on ne passera pas à la violence, ça c'est sûr. Alors, justement, je laisserai Radia, du coup, faire en dernier parce qu'elle a toujours été en première. Inès, du coup, là-dessus, est-ce que tu veux raisonner sur cette question? Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Tessir. Je pense que la clé, c'est d'offrir différents niveaux d'engagement. Ça part du bombage-collage à une action coup de poing. Ça peut aller à organiser un petit événement ou à juste relayer la communication. Enfin, c'est vraiment la question, c'est de réussir à offrir à chacun une place. Et je pense que la clé aussi, c'est que cet engagement soit aussi un levier d'apprentissage en fait pour les gens qui s'impliquent. Je pense qu'il faut des espaces à l'intérieur de nos organisations où on se met à niveau, où on se partage nos lectures, nos expériences, voilà, qu'on essaye de s'enrichir mutuellement, et qu'une personne qui rentre, ça arrive beaucoup chez GetUp, et il y a même des personnes qui votaient un petit peu à droite, qui finissent par voter un petit peu à gauche, parce qu'il y a une espèce d'effet de groupe et d'apprentissage de tous les côtés. En fait, on apprend chacun les uns des autres, et que tout le monde se sente légitime et trouve sa place dans l'action collective. Et puis, je pense que ce qui aide aussi pas mal, c'est la communication. Je pense que partager ce qu'on fait, partager ces différentes manières de s'engager, partager aussi ses petites victoires et son mode de fonctionnement, ça permet aux gens de plus s'identifier, de voir un peu, de donner à voir ce qu'ils peuvent faire dans l'association et toutes les formes d'engagement que ça peut prendre. Mais sinon, entièrement d'accord avec la bienveillance, avec les missions claires, avec les cadres qu'on met. Et après, de toute façon, ça se fait assez naturellement quand on offre à chacun la possibilité de trouver sa place. Radia, pardon. Merci beaucoup. Oui, je rejoins vachement Tayssir et Inès pour ce qu'elles ont dit. Je rajouterais qu'au sein de Coexisté, on dit qu'on est qu'on est activiste, qu'on est militant, enfin qu'on est engagé à partir du moment où on passe la porte de l'espace de confiance, qu'on arrive. Et en fait, nous, notre
comment est-ce qu'on fait en sorte de créer un mouvement? C'est quand justement on responsabilise et on responsabilise la personne dès qu'elle arrive. Et on dit, déjà, si tu viens juste te sensibiliser à nos questions, c'est déjà un premier pas pour l'activisme. Comme disait Inès, je me rapproche beaucoup de question des petites victoires. Chaque petit pas est important. Il faut tout valoriser. Il faut valoriser chaque manière de s'engager. Et après, on partage beaucoup avec l'idée que l'engagement, c'est le temps long et qu'il faut revenir. Et que l'engagement, ça ne vient pas du jour au lendemain. Nous, on y tient énormément. Ça nous vient vachement des mouvements d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est pas juste... c'est pas hyper rapide. Et d'ailleurs, ça nous pose beaucoup de questions sur les notions d'engagement actuelles, qui sont parfois des engagements très ponctuels, où on vient à une manif, justement, et ensuite, on revient plus. Nous, c'est hyper important. Il y a besoin de formation, il y a besoin de connaissances, il y a besoin de savoir-être, comme tu disais, Taïsir. La bienveillance, c'est pas si facile. Souvent, on a l'impression qu'on arrive et qu'on est hyper bienveillant, et en fait, on oublie qu'on est rempli de préjugés, et qu'en fait, il faut arriver à un moment où on sait qu'on est plein de préjugés et qu'on fait le max pour les déconstruire tous les jours. Donc, la bienveillance, le respect sont des choses qui s'apprennent. Et du coup, valoriser chaque petit pas, valoriser chaque engagement, insister énormément sur le temps long. Et je terminerai juste sur la coéducation. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive, c'est une personne qui va aussi nous éduquer, qui va aussi nous apporter. Et il faut transmettre ça. C'est pas juste un rapport de ceux qui savent, celles et ceux qui savent et celles et ceux qui viennent apprendre de l'engagement. Chaque nouvelle voix, chaque nouvelle personne qui arrive et qui prend part au collectif est co-éducateur et co-créateur du mouvement, et donc laisser toute la place. Oui, et laisser toute la place, hyper important, qu'il y ait du turnover dans le leadership des organisations. Ça, c'est absolument nécessaire pour la bonne santé d'une organisation. Alors, juste une petite question, justement. Aradia, on va continuer avec toi, parce que je vais poser à chacune de vous trois, il nous reste 5 minutes. Donc, on va poser une question à laquelle chacune, je propose de répondre en 1 minute, 1 minute 20. On est dans une semaine très particulière. On est après cet attentat atroce, dans un contexte, on voit bien, très, très dangereux, très compliqué, très risqué, où les crises n'ont pas disparu, la crise sociale, la pandémie, la crise climatique. Comment vous gardez espoir et pourquoi vous gardez espoir dans le contexte actuel? En 1 minute, je sais que c'est compliqué. Comment je garde espoir, c'est un rapport très personnel et très spirituel. Je suis musulmane et je sais que ma foi m'aide beaucoup à garder espoir. Et ce que je dis souvent, c'est que en fait, quand je suis fatiguée, quand je suis crevée, dans la prière, et que j'ai un peu parfois la flemme de faire ma prière, je me dis, il y a quelqu'un dans le monde qui prie pour moi. Et je pense que dans l'activisme, c'est un peu la même chose. Genre, quand je suis crevée, quand je vais dormir, etc., je me dis, il y a Inès, Taïsir, Loumir qui sont en train de s'engager aussi. Je me dis, il y a toujours un activiste ou une activiste qui est en train de s'engager. Et ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Parce qu'en fait, on défend tous et toutes un modèle de société qui finalement se ressemble dans toute sa diversité. Et c'est le fait que je pense à toutes ces personnes qui s'engagent qui me donnent de l'espoir. Alors, pareil, bien respecté. À 1 minute 20, parfait. Inès, comment on garde de l'espoir en 1 minute? Je pense que comment on garde de l'espoir, en regardant ceux qui font, effectivement, mais aussi en donnant aussi de l'amour et ce qu'on veut voir plus. C'est vrai qu'après l'attentat, moi, j'étais complètement épuisée. Moi, en plus, je suis musulmane aussi, je travaille sur la question des quartiers populaires. Mon papa est prof, donc j'étais triplement affectée par tout ça. Et je savais pas comment faire. J'étais un peu prise en otage par les réactions des politiques. Et en même temps, j'avais envie d'être en deuil et je pouvais pas. Et en fait, il y a une initiative d'une fille qui s'appelle Iman Bounou, qui a un blog qui s'appelle Recettes et Chancettes, qui fait des recettes avec 2 €, 3 € pour tous les étudiants en précarité, et qui a lancé une initiative que j'ai trouvée magnifique. C'était juste, en fait, d'écrire à ses profs maintenant, ses profs d'avant, juste pour leur envoyer de l'amour et leur dire qu'on était avec eux, et j'ai trouvé que c'était la meilleure réponse, en fait. C'était de sortir un peu de ce brouhaha médiatique, d'être dans la réaction, machin, et juste de donner de l'amour, de donner ce qu'on veut voir, en fait, dans le monde. Et ça m'a donné beaucoup plus d'énergie
que de partager mon désespoir. Ou, voilà. Donc, je trouve que donner, c'est une belle façon de garder l'espoir aussi. Très bien, merci. Et désolé, Tayssir, allez, 1 minute. Et il me restera 20 secondes pour la conclusion. Oui, rapidement, du coup, c'est difficile de garder espoir, soyons honnêtes, c'est compliqué en ce moment. Moi, je garde espoir parce que, comme vous l'avez dit, en fait, il y a du monde qui se mobilise, mais parce que je crois aussi profondément qu'il y a cette sorte de majorité silencieuse qu'on imagine et qui, en fait, petit à petit est en train aussi de se réveiller et qu'on a l'impression qu'on n'est pas nombreux à se mobiliser. Et en fait, quand on voit le nombre de personnes qu'on arrive à mobiliser, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui sont prêts en fait à passer à l'action et à faire face à la crise. Et justement, et on l'a vu même pendant la période du confinement, toutes les initiatives de solidarité qui se sont mises en place. Donc moi, je crois profondément en ça. C'est ça qui me fait tenir aussi, c'est de savoir que les gens sont solidaires entre eux. Et je tiens aussi à dire, si on veut garder espoir et si on veut ne pas craquer, il faut couper les réseaux sociaux un moment, il faut couper les journaux, il faut arrêter de regarder ça parce qu'en fait, ça rend dingue. Et moi, je fais de la com, et parfois, il faut juste arrêter. Voilà, et peut-être s'engager, et aller voir les autres. Et voilà, ce sera le message du soir. Allez, je vous représente vite fait. Inès Siddiqui, fondatrice de GetUp, était avec nous. Radia Bakouche, présidente de Coexister France. Et Tayssir Grab, pardon, ça s'était effacé sur mon écran, porte-parole d'Atteindre Paris. Merci beaucoup à toutes et à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Juste, je finis. Hop, pardon. Alors, à toutes et tous celles qui nous ont suivis depuis leur live, merci. On était hyper tristes de ne pas pouvoir vous accueillir à la base, bien entendu, mais on a hâte de pouvoir le faire bientôt. On voulait aussi vous dire que on a de nouveaux événements qui sont prévus. Donc, si jamais vous avez trop kiffé ce live, vous pouvez bien sûr le revisionner sur notre page Facebook. Et si jamais on vous a convaincu de passer vos soirées sur Zoom avec nous, on vous donne rendez-vous le mercredi 28 à 20h sur Zoom, bien sûr, pour une table ronde sur les Duc Pop. Encore une fois, merci à toutes et tous nos intervenants. Merci à Hervé Lebar à la réal et à Marc Otalbavi à la modération Facebook. Et à très bientôt. À plus, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.